la représentation de l'espace, finalement, chez Hubert Aquin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Je peux commencer. Merci beaucoup, Pénélope, c'était vraiment intéressant. Je vais dire que ça fait un petit bout de temps que j'ai lu Neige Noire, je pense que peut-être 10 ans et plus, donc j'ai pas le roman en tête autant que toi. Mais il me semble que ta communication était en lien avec celle de Simon Harel, dans un sens, parce que on est bien dans la contiguïté là, dans les romans d'Aquin, sauf que, et c'est là-dessus que je pensais que j'aimerais t'entendre parler, sauf qu'il y a deux éléments qui s'ajoutent à la continuité, qui définissent la continuité. Un, c'est le double, donc le fait que côte à côte, nous sommes peut-être dans des relations de miroir et de dédoublement. Donc, pour moi, le double jumeau, avec tout ça qui est très important chez Verhaeghe, il me semble que ça définit les discontinuités dans l'espace. Il y a une reconnaissance, non-reconnaissance. Si tu vas en Norvège, tu te reconnais pas. Bon, ça. Et puis, un aspect que je ne m'attends pas à ce que tu développes nécessairement, mais il me semble que chez Aquin, il y a l'idée d'une scène, dans le sens psychanalytique. Là. Je veux dire, il y a quelque chose, tout d'un coup, on s'arrête, il y a quelque chose qui se passe, là, dans lequel le personnage se reconnaît, tout ça. Je ne sais pas si tu as exploré cet aspect-là. Et puis, qu'est-ce que c'est que le double? Oui, le chez Aquin, en fait, dans Neige Noire, peut-être dans d'autres romans aussi, mais le double apparaît d'une part comme un double littéraire, donc entre les différents personnages, mais aussi au niveau des espaces. Donc, les espaces, oui, il va y avoir des miroirs entre les espaces. Toutefois, ce qu'on remarque, c'est que les miroirs aussi peuvent être ou des miroirs qui nous renvoient à une représentation du même, donc un miroir où on peut se reconnaître et accéder à la connaissance, mais il y a aussi les miroirs déformants. Puis, tout ce qui a rapport à la trahison, au similaire. Puis, Aquin, il y a tout un champ lexical du masque dans Neige Noire qui est vraiment très intéressant, que je n'ai pas exploité ici. Puis, Aquin, il y a cette espèce de fascination pour le masque, pour les acteurs, et tout ça. Donc, ici, les miroirs peuvent être à la fois renvoyer la même, mais on ne sait pas s'ils renvoient à la réalité. Je ne sais pas si, au niveau de l'espace, c'est que il y a l'espace en tant que tel, mais il y a ce qu'on croit voir et il y a ce qui est. Puis le lien entre la réalité fictionnelle, parce qu'on est dans le récit, et la réalité. C'est le théâtre qui lit cet espace, non? Oui, c'est ça. Une donc, scène, c'est nécessairement théâtral. Oui, c'est ce qu'on croit voir, c'est ce qu'on croit interpréter. Toute cette notion de jeu d'acteur, on joue tout le temps chez Aquin. Dans Neige Noire, c'est très théâtral, dramatique. Il y a une mise en scène de la mort de Sylvie à la fin, une mise en mort qui va d'ailleurs être rejouée par la suite dans le... Là, on parle de la scène, mais il y a aussi le cinéma qui est très important chez Aquin, surtout dans Neige Noire. Donc, tout ce jeu avec la caméra et des artifices cinématographiques qui est très important. Donc, il y a la scène, et d'ailleurs, la pièce d'Hamelin est très importante, est très important dans Neige Noire, mais il y a aussi le cinéma comme... avec toutes les possibilités que ça donne. Oui, si je peux juste compléter, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est ce théâtre-là, c'est ce qui fait que Hamelin peut projeter sa propre... Enfin, Hamelin, je dis Hamelin. Pourquoi je dis Hamelin là? Aquin peut projeter sa propre histoire ou l'histoire de son propre personnage dans des lieux qui lui sont étrangers. Mais comme il s'agit d'une théâtralisation de l'espace, tu peux très bien présenter la Norvège comme le théâtre de... C'est le miroir de l'origine, pourquoi pas, les Svalbard, pourquoi. Donc tu crées dans l'espace des miroitements dans lesquels le personnage construit son identité. Je trouve ça intéressant. Nicolas, quand il va en Norvège, c'est un peu comme le retour de Nicolas en Norvège, mais en fait, c'est le retour de Fortinbras. Fortinbras qui était prince de Norvège, Hamlet qui était prince du Danemark. Donc ici, c'est le retour qui était en exil, mais c'est un exil par procuration. Donc, par son identification au personnage de Fortinbras, son retour en Norvège devient un retour vers l'ailleurs par procuration. Merci, super intéressant. Super anecdote. Est-ce qu'il y a une autre question, commentaire? Et voilà.
Si je peux me permettre, je l'ai dit un peu au début, c'est que quand je m'interrogeais sur LinkedIn dans le cadre du colloque, je me suis beaucoup interrogée sur la mélancolie, mais une des questions que je me pose encore, c'est si l'exil est toujours essentiellement mélancolique ou si, au niveau des paramètres de l'exil, donc c'est à voir. Mais chacun, c'est... Je ne pense pas, non. On parlait au début de la présentation chez Dany Laferrière, il y a peut-être une forme de mélancolie, mais en même temps, elle est plus euphorique. En tout cas, il y a peut-être les deux, mais une nette tendance est beaucoup plus positive que le contraire. Mais chez Aquin, c'est plutôt mélancolique, hein? Oui. Parce que là, du moment qu'il y a une conscience de la séparation ou de la dissociation, chez Aquin, c'est plutôt le fait que tu es toujours conscient que tu es dans la fiction. Donc, ce que tu es, c'est une fiction. Mais cette conscience-là est mélancolique. Je n'arrive jamais à être... je suis toujours distancé par cette fiction-là. Alors, je pense que là, tu es dans la tristesse totale. Là, c'est pas surprenant. Par contre, c'est vrai chez d'autres écrivains ou d'autres, même des personnes qu'on connaît, là, c'est pas du tout le cas. Donc, il est presque l'heure d'aller dîner. Donc, on peut s'arrêter là-dessus pour ce matin, sinon on aura la chance de